Alors, il y a eu du changement dans mon portefeuille, notamment dans le PEA. Donc, on va regarder un petit peu tout ça et balayer. Deux, trois petits sujets, comme d'habitude. Alors, le 22 février, j'ai acheté du CGG. J'ai vu que ça montait, et je sais pas, j'ai un peu flippé parce que c'est une entreprise que je connais mal et puis il y avait les résultats, pas attendu la publication de résultats pour vendre. Donc j'ai fait une petite plus-value sympa, sans que ce soit fou, mais voilà, j'ai pas eu les coronesses. Voilà, je sais pas trop comment ça va tourner, mais je suis sorti, ça a été un petit peu rentrée-sortie, niveau du connu. Alors GTT, j'ai allégé ma position à 147. J'étais rentré dedans avec un PER de 88. J'ai moyenné un petit peu à la hausse. Je suis rentré plusieurs fois dans la valeur. Et là, avec la dernière grosse accélération, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'allège la position. Donc j'ai vendu les 3/4 de ma position avec une jolie petite plus-value. J'hésiterai pas à rentrer dedans si ça redescend sur les 136. Instinctivement, je dirais que ça va commencer à travailler sur ce range-là. Donc déjà acheter dans le bas du canal entre 136 et 140, ça peut être une bonne idée. Voilà, c'est pas du tout un conseil, j'y connais rien. De ce point de vue-là, en analyse technique, je suis une buse. C'est à peu près ce que je vais faire, grosso modo, concernant GTT. Ruby, alors c'est pareil, Ruby, je suis rentré, j'avais un PRU à 22 à peu près. Donc j'ai fait une jolie petite plus-value. Je me suis vraiment posé la question. D'ailleurs, j'ai échangé un peu sur Twitter. J'ai pas tenu le long terme. J'avais 20% de plus-value. J'ai soldé la position. J'ai même pas allégé. J'ai vraiment soldé la position. Je reviendrai probablement sur Ruby, mais pour l'instant, voilà. Peut-être que c'est une grosse erreur et que ça va grimper. Mais je le sentais pas comme ça. Je le sentais pas comme ça. Je trouve, enfin, même si la dette sur EBITDA diminue, le volume de la dette est quand même assez important. Et puis le payout ratio, il doit être à 75, c'est 75%, donc c'est quand même. Voilà. Ce qui fait aussi que je solde un peu mes positions sur des valeurs un peu bancales. How dare you! Entre guillemets, c'est que je souhaite vraiment me repositionner sur des entreprises pour schématiser qui seraient passées à l'épreuve du Battle Royale Ranking, mais surtout voilà qui cocheraient un certain nombre de cases et qui me permettraient de dormir sur mes deux oreilles avec la valeur. Sachant que Ruby c'est une entreprise que j'ai analysée dans une de mes tout premières vidéos et je pense sincèrement que Photosol c'est un super bon move de leur part, mais je pense qu'il sera temps d'y revenir quand ils ont un petit peu apuré leur dette. Alors Eurofins, c'est pareil, c'est genre de boîte. C'est une boîte que j'aime bien et que je connais bien parce que on l'avait en tant que fournisseur quand je bossais dans la restauration. J'ai pas tenu le cap, j'ai un petit peu regardé les indicateurs. C'est pas des business qui sont foufou. Il y a un gros potentiel de retournement à la hausse, mais je sais pas, il faudrait que je m'y replonge dessus. C'est encore une fois, c'est des achats qu'on fait de façon un peu impulsive sans aller au fond du dossier. Et du coup, quand ça bouge, on est un petit peu démuni face à la volatilité. Et moi, si je connais pas un dossier à 100%, j'ai du mal. Donc j'étais en très faible plus-value. J'ai soldé, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec le cash que ça m'a généré? Donc j'ai laissé une petite partie en cash, histoire d'avoir un petit peu de mou. Et j'ai acheté donc du BNP Paribas avec un PEU de 58. Alors BNP Paribas, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter la société, mais c'est vraiment le groupe bancaire français qui est le plus costaud et le plus solide du marché. Et j'ai renforcé sur Euronext. Alors effectivement, ça fait monter mon PRU. Donc d'un point de vue de la performance, ça me fait baisser ma plus-value latente. Mais je considère que sur Euronext, il y a encore vraiment beaucoup de marge. La tendance est clairement à la hausse. Il y a des rumeurs de fonds de retraite qui vont passer en capitalisant et tout cet argent-là qui va inflow dans la bourse, ça devrait favoriser Euronext. On a aussi tout le move avec les gens qui commencent à essayer de protéger leur épargne. L'inflation, ça a été un vrai catalyseur de ce point de vue-là. Donc je pense que ce mouvement va s'amplifier et Euronext sera un des winners de ce mouvement-là. Et en période de crise, qu'est-ce qu'on fait? On se bourre la gueule. Bien fouetté. Assez goûtu, hein. Non, je déconne. C'est une boutade, le prenez pas mal. Non, je suis rentré sur Pernod Ricard. Alors, elle était passée au crible du Battle Royale Ranking. Elle avait un score qui était honnête. C'est une entreprise, donc PEA, donc c'est pas mal. La valeur a quand même pas mal tangué ces derniers temps. Elle a tangué notamment par rapport à ses résultats, mais aussi par rapport au cognac. Il y a une tendance de fond à moins de consommation d'alcool. Pas forcément,
dans pas mal d'autres pays, ça continue de picoler et de faire la fête, hein. Ils ont vraiment un portefeuille de marques très très bien identifié et cohérent, costaud, voilà. Outre le fait bien sûr que c'est sur le PEA, mais pour moi Pernod Ricard c'est vraiment une entreprise qui va redresser la tête prochainement. Ça ne m'étonnerait pas cette année. Donc on verra hein, ce que ça donne. Je suis pas devin, mais en tout cas l'entreprise a des fondamentaux suffisamment solides pour commencer à ouvrir une petite ligne sur le PEA et pour voir un petit peu comment ça va entre guillemets se danser. Je voulais quand même montrer sur Euronext. Vous voyez, il y a quand même de la marge hein, pour de la croissance. Les plus hauts pour Euronext, ça a été à 110. Finalement, la recovery est encore en cours, hein, sachant que si vous regardez ses fondamentaux, voilà, l'entreprise, elle est vraiment très 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 belle. Ça me dérange pas de renforcer la valeur pour augmenter la taille de ma position, ce qui me permet d'avoir de meilleures marges de manœuvre. Là, je pense qu'il y a encore vraiment un gros potentiel pour monter encore plus haut. Je vois la valeur à 100, donc pour moi, renforcer à 84, c'est pas déconnant. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, c'est que ce que moi je pense. Il y a de fortes chances que je me trompe, mais en tout cas, voilà, moi c'est le scénario, moi je le vois comme ça. Alors, il y a un truc qui me titille depuis un certain temps, il fallait que je vous en parle, c'est Indépendance AM. Donc, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'aime bien écouter William Higgins. C'est un fonds qui est ultra performant. Et on sent que sur la hausse des taux au mois de juin, ça commence vraiment à se préciser. Et les PME, les small cap, les mid cap sont vraiment à la peine depuis des années, hein. Même si c'est des valeurs qui sont à la peine, Indépendance AM performe extrêmement bien. Si on part du postulat qu'il va y avoir des baisses de taux à partir du mois de juin, si on part du postulat que les small caps ont plutôt sous-performé depuis, on va dire, 4-5 ans, mais que Indépendance AM arrive tout de même à avoir de la performance malgré une conjoncture sur les small qui est, en tout cas au niveau de la bourse, qui n'est pas idéale, je pense qu'on peut se poser la question d'aller mettre de l'argent sur ce fonds. Alors, on peut mettre de l'argent sur le fonds Europe, on peut mettre de l'argent sur le fonds Small France. Donc, toute ma réflexion est qu'est-ce que je fais, sachant que j'ai pas de PEA PME, donc je sais pas encore du tout. Est-ce que j'ouvre un PEA PME spécifiquement pour ça? Est-ce que j'ouvre quand même une petite position sur mon PEA classique? Voilà, c'est à réfléchir. Le problème, c'est que j'ai mon challenge Interactive Broker, je mets 500 balles tous les mois, donc je pense qu'il y a vraiment une opportunité d'ici au mois de juin à rentrer dans ce fonds pour aller prendre de la performance. Voilà. Outre le fait que on sait que ils ont une stratégie, une philosophie, des performances pour eux, un historique. Voilà, c'est très rassurant. C'est éligible au PEA PME. Donc voilà, je tourne autour de ça, sans arriver à me décider. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. C'est pour vous partager un petit peu où j'en suis au niveau de ma réflexion à ce niveau-là. Je rebondis par rapport à Euronext et le côté donc bourse, préparer sa retraite, préparer, épargner, protéger son épargne, protéger son capital. Et en général, on investit en bourse pour développer du patrimoine, pour aller chercher de la performance. L'objectif, c'est pas de battre le livret A, on est d'accord. On a tous, je pense, investisseurs, tous les gens qui sont sur cette chaîne, vous êtes des investisseurs, votre objectif, c'est de battre un indice. Alors on y arrive ou on n'y arrive pas, on se fixe des objectifs qui sont de développer notre patrimoine, de développer notre capital et de profiter des intérêts composés. Alors 64% des Français pensent que le système de retraite risque de faire faillite d'ici quelques années. Et par contre 51% des Français sont hostiles à toute mesure d'âge en matière de retraite. Donc si on veut pas cotiser plus longtemps, dans un système de retraite par répartition, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on fasse plus d'enfants, hein, parce que à un moment, 1,7 actifs pour un retraité, on va droit dans le mur. Donc soit on switch sur un modèle avec des fonds de capitalisation pour la retraite. Je sais pas comment vous voyez les choses, mais les pensions de retraite vont fondre comme neige au soleil, hein, si on reste à 1,5 actifs. Si on suit la tendance, on va être à combien? 1,4, 1,2, 1,2 actifs pour un retraité? C'est quoi le plan? Il faut regarder la réalité en face, se dire ok, la situation c'est celle-là, on peut pas la changer, on peut pas en claquant des doigts, rajouter 20-30% d'actifs en plus en France, d'actifs productifs qui créent de la richesse. Alors, 72 des Français épargnent pour leur retraite et par précaution. Donc ça, c'est bien. 81% considèrent que le Bitcoin comme un placement rentable, donc ben,
Pour l'instant, le cours du Bitcoin leur donne plutôt raison. Moi, j'ai du mal parce que je comprends pas, les choses que je comprends pas, je n'investis pas dessus. 80% des Français sont prêts à accepter une réforme des retraites avec une préférence pour un régime unique par points. Donc ça, voilà, il y a des pistes quand même, parce que 66% des Français estiment que leur pension est ou sera insuffisante pour vivre correctement. Donc t'es pas disposé à travailler plus longtemps, mais tu dis de toute façon ma retraite me rapportera rien. Enfin, j'aurai pas assez d'argent pour vivre. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tant que tu es actif, que tu as un revenu, il faut que tu épargnes pour te générer un revenu complémentaire. Pas travailler jusqu'à 80 ans parce que ta retraite, elle est misérable. Il y a deux solutions. La première, c'est le travail. C'est travailler tellement et travailler tellement efficacement, on va dire, que voilà, on prend entre guillemets l'ascenseur social pour se générer des salaires très importants. Alors c'est plus facile quand tu as fait de longues études, hein, ça en général en France c'est comme ça. Les gens cherchent trop la martingale qui consiste à dire je veux devenir riche tout de suite sans faire d'efforts. Non. Non, non, tu deviendras pas riche sans faire d'efforts. Tu peux lire toutes les biographies, toutes les success stories, toutes les biographies de personnes marquantes. C'est des gens qui ont réussi grâce à leur travail. Alors effectivement, comme dans tout, vous partez avec un potentiel de talent. Si votre potentiel de talent il est à 200% comme Michael Jordan, si vous rajoutez 150% de travail, ben vous arrivez à un truc à 350%. Si votre potentiel de talent il est à 100%, mais que vous rajoutez 150% de travail, vous arrivez à 250%. Donc le travail, c'est la clé pour devenir libre. Donc je pense qu'on galvaude trop le travail salarié, mais je pense que en France, dans des entreprises, quand vous êtes un bon élément, quelqu'un de compétent, qui va faire le boulot, qui va s'investir, s'impliquer, avoir envie de réussir, montrer un peu d'ambition, mais vous allez avoir des promotions. Alors le livret A, oui, ça me choque pas de se dire, ok, le livret A, c'est une partie de l'épargne de précaution. C'est liquide, c'est un petit peu rémunéré, tu peux sortir le cash quand tu veux, c'est pas fiscalisé. Pour moi, le livret A, c'est très très bien. Tu remplis ton livret A, une fois qu'il est plein, ça te permet d'avoir une soupape de sécurité pour quelques problèmes que ce soit dans ta vie, quoi. Vous voyez, par contre, c'est ça qui m'intéresse, c'est que effectivement, plus t'es riche, plus tu t'intéresses à tous les types d'épargne, et notamment aux actions. Et plus t'es riche, moins tu t'intéresses aux crypto-monnaies, parce que moins t'as la dalle en fait, moins t'as envie de prendre du risque pour essayer de gagner de l'argent rapidement. Augmenter son risque pour un gain hypothétique, c'est beaucoup moins rentable que d'acheter quelque chose de sûr et de monter progressivement. Mais effectivement, si on met en avant que le côté jackpot, casino des cryptos ou même de certaines actions, bah forcément, certaines personnes voient ça comme la voie royale pour gagner vite et sans effort, quoi. Malheureusement, c'est de mon point de vue, un mauvais calcul. Quelle que soit la façon dont vous voulez vous prendre en main, de toute façon, vous savez que le système de retraite est en risque. Vous savez que votre pension sera insuffisante pour vivre correctement. Donc, si vous êtes sûr que ça va arriver, il faut prendre en main son épargne pour se protéger. Parce que si on sait que quelque chose va arriver, on va pas attendre sans rien faire que ça nous tombe sur la gueule. Il faut mettre en place les actions pour s'assurer un revenu complémentaire pour la retraite, diversifier ses épargnes, et notamment par la bourse. Alors, la dernière fois, on avait parlé du temps de détention. L'abattement de 50% pour une détention supérieure à 8 ans et de 85%. Donc, il y a très peu de cas finalement où le temps de détention supérieur est plus intéressant que la flat tax, et on va regarder cette illustration-là. Donc, un contribuable relevant de la tranche marginale d'imposition à 45% réalise une plus-value de 100 000 € dans le cadre d'une cession de titres détenus depuis 9 ans. Donc, dans la mesure où celui-ci respecte les conditions lui permettant de bénéficier de l'abattement renforcé, la plus-value sera calculée comme suit. Donc, pour l'impôt sur le revenu, base imposable avant abattement, 100 000 €. Base imposable après abattement de 85%, 15 000 €. Application du barème progressif, tranche à 45%. Donc 6 750 €. Putain, ils se gavent les... Donc 6 750 €. Et pour les prélèvements sociaux, sur la base de 100 000 €, vous avez donc 17,2%, soit 17 200 €.
Donc la plus-value sera donc globalement fiscalisée à hauteur de 23 950 €, contre 30 000 € si le contribuable avait été imposé à la flat tax. L'application de l'abattement pour durée de détention se relève donc intéressant dans cette hypothèse-là. Dans pas mal d'autres hypothèses, c'est pas intéressant du tout. Mais dans cette hypothèse-là, c'est important de le prendre en compte. Voilà. Donc, détenir des titres à long terme, oui. Spécifiquement pour essayer de gratter par rapport à la flat tax, non. Il faut que ça rentre dans votre calcul en vous disant, OK, moi, j'ai une vision vraiment très très long terme. Il y a des boîtes, si qui, sauf accident, je compte les garder, pas ad vitam, mais au moins 10 ans. Et ben, vous savez que si vous passez une détention supérieure à 8 ans, ça commence à être plus intéressant que la flat tax dans ce cadre-là. Et finalement, ça fait quand même un sacré écart, hein. Et ça fait quand même 6 050 € d'écart. Donc c'est pas une paille, hein. C'est pas une paille. Voilà pour ce cas particulier de la détention de titres. Je prends toujours l'exemple de mon grand-père qui a acheté des actions Total à l'époque. Il serait à combien de plus-value là actuellement? Ça c'est un truc de malade. Ça me fait toujours dégoupiller le cerveau quand je pense à ça. Bon bref, c'est juste un petit aparté. Alors dans la série des Go Walk Go Broke, on va continuer à remplir notre Pokédex. Et là, on a une entreprise qui s'appelle Sweet Baby Inc. Bon, des personnes qui travaillent dedans, qui sont 100% woke, qui vont vous sortir leur logo réhabituel. Eux, leur but, c'est d'influer dans les jeux vidéo pour pousser leur agenda avec plus d'inclusivité, plus de ci, plus de ça. Bon, vous savez exactement de quoi je parle, hein. And if you're in development and you are part of like that dominant voice, you're like a cis hetero white dude or just adjacent to that. Et en fait, il y a un passage qui est complètement hallucinant d'une personne qui dit si les développeurs de jeux vidéo ne suivent pas votre agenda, bah il faut les terroriser, il faut les menacer de cancel. Hein. Go have a coffee with your marketing team and just terrify them with the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. Et ce qui est marrant, c'est que il y a des groupes de joueurs hein, qui ont relevé un peu tout ce fait. Et ils ont créé un site qui s'appelle Sweet Baby Inc. Detected. Donc Sweet Baby, c'est une des entreprises qui fait partie de cette galaxie-là de woke qui essaie d'influer dans l'industrie du jeu vidéo. Du coup, lui, là, Chris Kindred, là, c'est un mec qui bosse là-dedans et qui bosse chez Baby Inc. et qui dit regardez, les gamers s'organisent pour savoir sur quel jeu on aurait travaillé. Donc, il y a seulement 9200 abonnés. C'est une capture de Steam. Sauf qu'après, vous voyez le groupe là, 255 000 abonnés. Suite au backlash qui est sorti, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une liste sur Steam qui répertorie tous les jeux dans lesquels il y a Sweet Baby Inc. qui est dedans. Et donc, ces jeux-là vont être boycottés. Donc, en fait, les développeurs de jeux vidéo qui vont suivre les préceptes ou les injonctions de Sweet Baby, ils ont l'assurance de perdre des clients, de perdre des ventes. Donc forcément, dans la série Go Woke, Go Broke, la peur change de camp. Parce que finalement, les illuminés woke, ça représente un pourcentage infime de la population. Alors ils ont un pouvoir de nuisance très fort parce que ils peuvent très vite cancel, très vite mobiliser des gens, très vite faire du harcèlement, etc., etc. Et c'est de ça qu'ils menaçaient les industriels des jeux vidéo. Mais finalement, si les braves gens entre guillemets s'organisent pour contrer tout ça, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc voilà, je trouvais ça vraiment très rigolo. Alors il y a plein de gens qui en ont parlé. D'un point de vue économique, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que malgré l'intérêt, par exemple, flagrant de Google, je trouve que la valorisation de Google est super intéressante, mais ils sont tellement woke que tu te dis que ils sont pas là pour gagner du pognon, ils sont là pour pousser un narratif. Donc quand on est là, quand on n'est plus du tout là pour faire de l'argent, on perd de l'efficacité. Dernier petit clin d'œil, donc avec la petite sirène dont ils ont changé les origines. Je rappelle juste que ce soit Vegeta ou Sangoku, tous les petits garçons de ma génération, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur couleur de peau, leur ethnie, s'identifiaient à ces personnages-là parce qu'ils étaient juste inspirants. L'histoire était géniale, le manga était complètement fou. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt.